Bonjour à tous, bienvenue pour ma critique sur Rogue One, A Star Wars Story. Si vous n'avez jamais vu mes critiques, sachez qu'elle sera sans spoiler, comme d'habitude, mais que je trouve que cette critique-là est particulièrement difficile à faire sans spoiler, parce que j'aimerais vous expliquer beaucoup des raisons de mes sentiments, pourquoi ça a comblé mes attentes, et je peux pas vous faire d'exemple, donc ça va être compliqué, mais on va y arriver. Je m'en tiendrai donc à ce qu'on sait avant de voir le film, c'est-à-dire le synopsis, que ça raconte l'histoire de comment les rebelles ont récupéré les plans de l'Étoile de la Mort, et qu'ils ont réussi, étant donné qu'au début de l'épisode 4, en effet, les rebelles ont les plans, mais que ça leur a coûté cher. Il y a plusieurs échos au fait que ça a coûté tellement cher, il faut absolument l'utiliser. Et vous allez voir que même si on connaît la fin du film, du coup, le chemin nous surprend et ça vaut quand même le coup de le voir, même si ça fait pas avancer l'histoire, ça développe pas mal de choses. Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu Catalyst, le livre prequel de Rogue One, que j'ai carrément fini dans la salle de cinéma de la projection presse Disney, et beaucoup de personnes m'ont demandé, mais est-ce que c'est nécessaire de lire ce livre pour profiter du film ? Je dirais que non, c'est pas nécessaire, encore heureux d'ailleurs, sinon ce serait une grosse faille si le film, on ne pouvait pas en profiter en tant que tel. Mais il affine beaucoup, on connaît beaucoup mieux les personnages et surtout les relations qui s'entretiennent entre eux. Le bouquin parle principalement de Galen Erso, qui est un scientifique de génie, un scientifique absolument brillant, et comment Orson Krennic le manipule pour qu'il travaille sur les Kyber Crystals en tant que l'arme en fait de l'Étoile de la Mort. C'est-à-dire que tout au long du livre, l'Étoile de la Mort est en construction, mais n'a pas encore de système d'armement. Et du coup, c'est comment est-ce qu'elle obtient ça. C'est d'ailleurs assez bizarre de voir Mads Mikkelsen en gentil, donc qui joue Galen. Jusqu'à maintenant, j'avais juste vu dans des rôles de méchants. La raison pour laquelle Galen Erso est important aussi, c'est que c'est le père de Jyn Erso, qui est le personnage principal du film, joué par Felicity Jones, qu'on voit sur tous les trailers, etc. D'ailleurs, j'ai mentionné les cristaux Kyber. Avec le film, on comprend pas pourquoi ils sont si importants, on comprend pas pourquoi l'Empire les veut, qui va les utiliser comme armes, et du coup, il y a une scène où ils sont très importants, et on fait, bon, bah ok, c'est important, mais on comprend pas pourquoi, et donc pour ça, le livre est assez important. Donc Rogue One est le premier spin-off de Star Wars, sur au moins 3 qui sont prévus, à mon avis, il y en aura plus par la suite, et on savait pas du tout à quoi s'attendre, il fallait qu'ils en jettent dès le premier. Et en fait, ça va paraître très bizarre de dire ça, mais c'est un film Star Wars, c'est indubitable, ça fait aucun doute, mais il manque une partie de la magie de Star Wars. Et je sais que quand je dis ça, ça paraît négatif, mais en fait, c'est tout à fait positif. C'est-à-dire que j'arrive pas à l'expliquer, ça fait un jour que j'essaie de comprendre pourquoi, mais ils ont très bien réussi leur coup parce que c'est un Star Wars, on le sent, mais on comprend que c'est un spin-off, on le sent plutôt. On sent que je sais pas si c'est le fait que ça fait pas partie de l'arc principal parce qu'il n'y a pas les mêmes personnages. Enfin, toujours est-il que c'est un spin-off qui est assumé, qui est réussi en tant que spin-off. Alors du coup, parlons un petit peu du début du film. Je l'ai trouvé extrêmement chaotique. En fait, on veut nous donner énormément d'informations, et donc du coup, on passe d'un sujet à l'autre, on passe d'une planète à l'autre, toutes les 5 minutes pendant tout le début du film. Honnêtement, j'étais bien content d'avoir lu Catalyst, le livre, parce que je suis vraiment pas sûr que ce soit assez pour établir toutes les relations. Notamment, je vous parlais tout à l'heure de Orson Krennic, qui est le grand méchant du film, et franchement, avec le film, on comprend pas du tout qui c'est. On comprend on comprend plus ou moins que c'est le chef de l'Étoile de la Mort, mais en fait, oui, mais c'est aussi celui surtout qui a mené toute la construction de l'Étoile. Et notamment, c'est lui qui a... surtout parce qu'il s'occupait des scientifiques, en fait, qui construisaient tout ça. Le côté aller récupérer des ressources, il le fait aussi... de façon, bon, voilà. Mais toujours est-il que lui, et notamment sa relation avec Galen, est pas du tout expliqué dans le film, alors que c'est super important. C'est le centre du livre. Donc voilà, toujours est-il que ça, on ne comprend pas du tout. On comprend pas non plus, par exemple, la relation entre les Erso, donc Galen, Lyra, sa femme, et Jyn, leur fille, et Saw Gerrera, qui est joué par Forest Whitaker, et qui est un personnage assez particulier. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit comme ça, mais ça marche, vu le personnage que je connaissais du livre. Et je vous spoil pas le livre pour le coup, mais il est extrêmement important à la fin du livre,
et on comprend qu'il y a eu un lien, mais on comprend pas ce que c'était. Et je trouve que c'est dommage. Il suffirait de quelques lignes ajoutées ici dans le script pour éclaircir certaines choses. S'ils veulent pousser leur transmédia, pourquoi pas, mais du coup les choses les plus fines, il faut vraiment lire les livres ou regarder les séries ou quelque chose à côté pour les comprendre. Alors moi ce que je voulais avant de voir le film, c'était un film de guerre. Donc pas gore, hein, mais une ambiance de film de guerre et des thèmes assez durs. Et je l'ai eu. Un film de guerre dans l'univers Star Wars, c'est assez cool. Alors la production avait pas mal d'indépendance par rapport à Disney, mais j'avais quand même pas mal de peur par rapport à l'influence, étant donné que j'avais entendu parler de tous les reshoots qu'il y avait eu, après que des exécutifs de Disney aient vu le film et dit oh, c'est trop dur, il faut adoucir certains trucs. Je me dis bah mince, on allait avoir un film de guerre et on va pas l'avoir. Et en fait si, on l'a eu. Donc je suis assez curieux de savoir comment était le film avant qu'il soit adouci, ou alors ce que je me dis c'est que peut-être qu'il n'a pas été adouci, et qu'en fait il y a des scènes d'humour qui ont été ajoutées. Parce que ça, c'est pas un film qui a beaucoup d'humour, mais de temps en temps il y a des petites choses, et je me dis ah peut-être que c'est ça qui a été ajouté, mais genre il y a une scène notamment avec Dark Vador, que je me suis dit oh j'aimerais trop avoir cette scène, et on va pas la voir parce que c'est Disney. Et ben on l'a eu. Alors je vous dirai évidemment pas ce que c'est, mais ouais, c'est vers la fin et j'ai trouvé ça trop bien, c'était trop cool. Donc voilà, c'est un film de guerre, c'était ce que je voulais. C'est brutal, c'est sans pitié, il y a plein d'escarmouches, les personnages sont pour la plupart des soldats. Même si bon ça reste un Star Wars, donc c'est peut-être un peu plus léger quand même qu'un vrai, c'est pas un Apocalypse Now ou des choses comme ça. J'en dis pas trop, mais sachez donc oui, c'est un film de guerre et il suit pas mal des codes du coup du genre. Du coup on change complètement de sujet parce qu'on suit mes notes à la sortie du film, on va parler un petit peu des personnages en images de synthèse, notamment il y en a deux que j'ai remarqué, il y a Moff Tarkin et Princesse Leia. Alors Princesse Leia on l'a vu dans une seule scène et je trouvais que ça se voyait à mort. Ça se voyait trop. Moff Tarkin, on le voit dans plusieurs scènes. Moi, j'ai remarqué que ça est dans la première scène où on l'a vu. Je dis, ça se voit trop que c'est une image de synthèse. Dans les suivantes, même si j'y faisais gaffe, je le remarquais moins. Donc, je sais pas si ils se sont plus réussis sur certaines scènes que d'autres. Après, par contre, je ne sais pas si ça se remarque si on ne sait pas qu'ils sont trop vieux. Parce que moi, dès que je les ai vus, je fais ah mais non, c'est pas possible que ce soit eux, ils sont trop vieux. Donc, si quelqu'un ne le sait pas, peut-être que ça se remarque pas. C'est relativement bien fait quand même. Alors restons sur le sujet des personnages, mais d'un point de vue un petit peu moins technique, j'ai trouvé les personnages vachement intéressants en fait. On les comprend très vite, on s'y attache très vite, alors que dans Star Wars on a l'habitude d'avoir des trilogies entières pour s'attacher à des personnages, eux on les a jamais vus avant, et on s'y attache, donc notamment Jyn Erso, il y a Cassio Andor, il y a le droïde K2S0, il y a Chirrut Imwe, c'est des personnages vachement cool, et certains de ces personnages-là sont très complexes et surtout ils évoluent. Sur l'espace d'un seul film, on voit vraiment leur mentalité évoluer et c'est vachement intéressant à regarder en fait. Alors sinon pour ceux qui aimaient la trilogie originelle parce qu'on parlait pas autant du Sénat, mais c'était vraiment plus sur la rébellion, je pense qu'ici on a peut-être un juste milieu en fait. C'est-à-dire qu'on mentionne plusieurs fois le Sénat, on parle un petit peu politique mais on n'y est pas. On fait qu'en parler de loin. Mais par contre, on retrouve vraiment l'ambiance rébellion de la trilogie originelle. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien fait. On se retrouve dans les hangars avec les grandes réunions dans les centres de commandement. On a les gens qui courent vers leur vaisseau et tout. Ça, c'est vachement bien fait. Et d'ailleurs, on retrouve même certains des mêmes personnages, notamment Mon Mothma, qui est une générale de l'Alliance, qui est jouée par Geneviève O'Reilly, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Moi, j'ai vraiment bugué quand j'ai vu, je me fais, mais c'est pas possible, c'est elle. Non, c'est pas la même actrice, mais elle lui ressemble à mort. Il y a Bail Organa aussi qui est là, donc c'est le père adoptif de Léa. D'ailleurs, lui, il a été, vu le nombre de scènes qu'il avait, il aurait pu être fait en image de synthèse, mais il est un acteur. Donc si ça se trouve, il apparaît dans d'autres films. On verra bien. Alors une des grandes critiques qu'il y a eu à la sortie de Star Wars 7, c'était le fanservice. C'était que tout était une question de fanservice pour faire plaisir aux fans. Ici, il y en a un peu, mais il n'y en a pas trop. Genre, il y a l'apparition de R2D2 et C3PO, le mini-apparition, et il y a la grande phrase « I have a bad feeling about this », j'ai un mauvais pressentiment, qui est dit dans l'épisode 4, et qui est repris dans tous les épisodes par la suite, sous une forme ou une autre, y compris dans Clone Wars,
où un épisode sur 2 il la sortait, j'en avais tellement marre, et là en fait ils la donnent, ils la disent, mais comment dire, c'est un running gag, mais ils en ont conscience, et donc par exemple quand un personnage commence à le dire, quelqu'un le coupe pour l'arrêter, et je trouve ça vachement, encore une fois je dis intéressant tout le temps, parce que je trouve que justement Gareth Edwards, il a eu une vision un peu différente de l'univers, et qui marche particulièrement pour un spin-off je pense, mais globalement, bon j'y reviendrai, mais c'est un pari qui est réussi. Hein. Il y a notamment une image très intéressante qui est donnée de la Force et des Jedi dans ce film, qui sont quasiment complètement oubliés par la population, parce que Palpatine a très bien réussi sa propagande, mais il reste de vagues notions de qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, notamment Chiwetel Ejiofor, qui était un gardien d'un temple Jedi. Je vous en parle pas, mais c'est l'aveugle que vous voyez dans le trailer, qui est un personnage très intriguant. Mais ça me rappelle un petit peu, cette image de la Force, ça me rappelle le livre Lords of the Sith, où à un moment, Dark Vador utilise la Force, et les gens qui sont en face ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils ne comprennent pas, mais c'est un surhumain. Ils ne comprennent pas que c'est possible d'utiliser la Force, et ça donne des scènes assez intéressantes qu'on voit pas beaucoup dans le film, mais on en voit des bribes. On peut se dire peut-être que dans d'autres films on les verra aussi. Quelque chose d'autre qu'on a dans ce film qu'on n'avait pas dans la trilogie originelle, alors que ce film se termine 5 minutes avant le début de l'épisode 4, c'est l'impact de l'Empire sur la vie de ses habitants. C'est-à-dire qu'avant on était concentré sur juste une bande de rebelles et à la limite sur des contrebandiers au niveau de Tatooine. Là on voit vraiment des populations et on voit le côté très autoritaire de l'Empire. On voit dès qu'il y a un petit incident, on a 20 000 Stormtroopers qui arrivent, enfin c'est une dictature bien assumée. Et on va terminer avec la musique qui a des sonorités très Star Wars, voire même des fois des thèmes composés par John Williams, comme celui de Dark Vador, celui de La Rébellion. Mais le plus souvent, on a la musique de Star Wars avec un petit twist. C'est-à-dire qu'on va commencer avec les premières notes des thèmes composés par John Williams, par exemple le thème principal, et au bout de quelques notes, ça bifurque. Et on arrive sur un autre thème qui est assez similaire, dans le même esprit en tout cas, et du coup à chaque fois c'est une surprise assez agréable, qui nous rappelle un petit peu à notre attention, plutôt que de juste suivre l'histoire sans se soucier de la musique ou de quoi que ce soit, ça nous réveille un petit peu, et donc ouais, moi je trouvais ça vachement intéressant d'avoir une musique un petit peu différente. Alors quel est mon verdict sur Rogue One? Bon, vous l'avez déjà un petit peu senti, mais globalement si vous voulez voir un bon film de guerre dans l'univers Star Wars, c'est votre film. Si vous voulez voir un bon film de guerre, tout simplement, c'est également votre film. Si vous voulez voir un bon spin-off Star Wars, c'est votre film. En fait, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout simplement non seulement un très bon spin-off Star Wars, mais c'est aussi tout simplement un très bon film. Et je trouve que Gareth Edwards a fait un très bon boulot, en fait. C'est un super film, et je vous le recommande fortement. Voilà, donc si jamais cette critique vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder celle que j'ai fait l'année dernière pour Star Wars épisode 7. Et là, vous avez le bouton pour vous abonner à la chaîne, pour voir toutes mes autres critiques qui sortent régulièrement quand je suis invité à des avant-premières, ou de manière générale, mes courts-métrages et autres. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt.